Salut les dinos, bienvenue dans ce deuxième épisode de Duetto. Aujourd'hui, on va parler de Retour vers le futur. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je viens du futur pour te prévenir parce que en janvier, on va te cambrioler. Ouais, attends. Là, il y a quand même deux choses qui me taraudent. La première, c'est que c'est déjà arrivé. T'es un an en retard, c'était l'année passée qu'on s'est fait cambrioler. Et la deuxième, c'est comment t'es arrivé ici? Ouais, enfin, tu sais ce qu'on dit, hein. C'est l'intention qui compte après tout. Et pour répondre à ta deuxième question, c'est grâce à la super appli de rencontre, tu vois? Ah oui, bah, ouais, forcément. Attends, quoi? Bon, bah moi j'y vais, merci pour la bière, hein. Ciao, ciao. À quoi reconnaît-on une saga? À quel point peut-on s'en servir, l'étendre et quand doit-on s'arrêter? Pour beaucoup de ces chefs-d'œuvre se crée un lien intemporel, à tel point que les fans et sa communauté souhaiteraient voir s'étendre cet univers encore et encore. Dans cette chronique, on s'attardera principalement sur les deux premiers volets d'une saga, les comparer, les confronter, comprendre leurs forces, leurs faiblesses, leur empreinte dans la culture ciné, voire même la culture au sens large. On parlera aussi des détails à relever sur l'ensemble de la saga. Si un enfant pouvait aller dans le passé et arriver à l'époque où son père était lycéen, si j'avais été au lycée avec le mien, est-ce que je l'aurais apprécié? C'est l'idée qui vient à l'esprit du scénariste Bob Gale en fouillant dans les affaires de son père, découvrant que celui-ci était président des élèves durant sa jeunesse. Il écrit alors le scénario d'un film de voyage dans le temps et en parle à Robert Zemeckis. C'est là que se lance l'aventure intemporelle que l'on connaît tous, Retour vers le futur. 1985, le jeune Marty McFly mène une vie simple auprès de sa petite amie Jennifer. Vie seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait heureux de l'expulser du lycée. Il est ami avec un extravagant scientifique, le docteur Emmett Brown, appelé Doc. Un soir, il l'accompagne tester sa nouvelle expérience, une machine à voyager dans le temps sous les traits d'une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal, des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Dans cette époque, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents et doit tout faire pour les remettre ensemble, sinon il risque de ne jamais avoir vu le jour. Ce film est le carton de l'année. Il est resté à l'affiche pendant 6 mois, ce qui était hyper rare à l'époque, et produit pour 19 millions de dollars. Il rapporte, hors exploitation vidéo, plus de 350 millions, ce qui fait plus de 19 fois le montant de son budget. C'est la folie furieuse, frère. Nom de Dieu. Et le pire dans tout ça, c'est que le film a failli ne jamais voir le jour. Robert Zemeckis et Bob Gale, en 81, ont tous les deux été super convaincus de détenir une idée mais super géniale. Et ils ont contacté des studios américains pendant 3 ans. Ils se sont bouffés plus de 40 refus. Oh, dur, c'est pas le pied. Ils ont même été jusque chez Mickey. Et il a refusé en le traitant de fou. Sous prétexte que le film, c'est pas une comédie ni un film d'aventure, rien du tout, mais que c'est un film sur l'inceste, où une mère et son fils s'embrassent dans une voiture. Et le reste des producteurs doutent du duo parce que leur dernière réalisation avait été un échec. Finalement, c'est Spielberg, fort de ses derniers succès, qui va décider de produire le film. Il va néanmoins y apporter une modification, c'est-à-dire la machine à voyager dans le temps. À la base, ça devait être un frigo, mais il avait peur que les gosses, en voyant ça, tentent de reproduire l'expérience et se blessent fatalement. Du coup, Zemeckis va penser à la DeLorean, c'est une voiture avec des porte-papillons et un look hyper futuriste. Et la voiture en elle-même est quasiment un acteur, au point où elle aurait pu franchement éclipser Michael J. Fox s'il n'avait pas été aussi bon dans son rôle. Mais franchement, McFly perce l'écran. On pourrait dire qu'il représente le rêve américain des années 80. C'est le mec cool, décontracté, il a une jolie nana, il joue de la guitare. C'est vraiment la représentation de l'Amérique de l'époque Reagan.
Et le film va tellement toucher culturellement le monde entier que ce dernier, Ronald Reagan, président des États-Unis, va utiliser une réplique du film dans un de ses discours. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. À la fin du premier épisode, on voit la DeLorean s'envoler et ça présage une suite qui pourtant n'était pas prévue à la base. Mais fort de son succès, le deuxième film va forcément voir le jour. Retour vers le futur 2. Si t'as un frère du turfu, abonne-toi, frère. Merci. À peine revenu de son voyage en 1955, Marty doit repartir avec le Doc, cette fois en 2015 pour sauver son rejeton. Mais ce voyage aura des conséquences dramatiques sur son époque ainsi que dans celle de ses parents. Ils sont donc obligés de repartir en 55 pour réparer le désastre, mais aussi pour ne pas rentrer en conflit avec les événements du premier épisode. L'histoire originale, imaginée par Bob Gale pour ce deuxième opus, devait se dérouler en 1967, mais Zemeckis souhaitait revenir en 1955 et jouer avec les paradoxes temporels et revoir différemment certains éléments du premier film. La plupart des acteurs acceptent de revenir dans ce deuxième opus, à l'exception de Claudia Wells et de Crispin Glover. Ce dernier n'était pas plus intéressé que ça, à moins de toucher le même salaire que Michael J. Fox, l'acteur principal. Le rôle de George McFly est alors réécrit. Ainsi, le personnage apparaît âgé et la tête à l'envers suite à un tour de rein en 2015, et puis est déclaré mort dans le 1985 alternatif. Ce deuxième film permet aussi de donner au spectateur ce qu'il attendait depuis le début. Le turfu! C'est du véritable génie, la mise en scène de la période 2015. Au-delà du côté gag, bien entendu, mais il y a vraiment une sorte d'anticipation et une vision logique de ce qu'aurait pu devenir le futur. Il y a une forme de réalisme derrière une majeure partie, en tous les cas, de ce qui est proposé. Un autre truc génial, c'est que forcément dans le passé, on revoit des scènes du premier film. Du coup, par exemple, Michael J. Fox a dû retourner la scène de Johnny B. Goode, mais dans plusieurs angles, pour pouvoir y intégrer le Marty du futur. Et également, les musiciens ont accepté de revenir pour rejouer cette scène aussi dans plusieurs angles, ce qui donne un côté vachement sympathique et plutôt réaliste. On revoit les mêmes scènes, mais sous d'autres angles, et je trouve que ça donne vraiment un punch au film supplémentaire. La dernière scène du premier film, où on voit la DeLorean s'envoler, a dû être entièrement retournée avec Elizabeth Shue pour remplacer Claudia Wells. Elle permet aussi de rajouter Biff, qui voit la DeLorean justement qui disparaît dans le ciel, et qui va permettre de créer le fil rouge de ce deuxième opus. Il faut noter aussi que la version alternative de Biff en 1985 en milliardaire est très clairement, et encore plus maintenant on peut vraiment s'en rendre compte, une grosse parodie de ce bon Donald Trump. President Trump is waiting. Le film se clôture sur la disparition de Doc de notre époque. Marty alors voir celui de 1955 pour résoudre ce nouveau problème. Celui de 1955 est tellement ébahi qu'il nous balance son fameux Nom de Zeus. Et finit par s'évanouir, Marty essayant de le réanimer. Quel putain de bon film. Quel putain de bon film. Et vous allez me dire, et la suite? Bien que le troisième volume soit pas forcément mauvais, il y a quand même un petit esprit, un petit goût de redite et de déjà-vu dans les expressions et dans certaines scènes. Nom de Zeus. Je sais, c'est pas le pied. Niveau changement de l'univers, forcément on se retrouve au Far West, et ici on retrouve une idylle amoureuse entre le Doc et une femme, ce qui peut un peu surprendre dans l'écriture du personnage. Néanmoins, cet opus permettra de clôturer cette trilogie de façon plutôt sympathique, sans être décevant, et laisser aux spectateurs le plaisir de revoir nos héros dans une dernière aventure. Pourquoi ça marche autant Retour vers le futur? En toute franchise, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas déjà rêvé de voyager dans le temps, que ce soit revenir dans le passé pour changer quelque chose, ou d'aller voir dans le futur ce qui va s'y passer? C'est une trilogie qui joue aussi sur tellement de tableaux, la science-fiction, l'aventure, l'action, la famille, l'Amérique, la nostalgie et encore plein d'autres trucs, qu'elle arrive à toucher un public très large, et de façon très adéquate dans son ton. Et en dehors des films de science-fiction habituels, Retour vers le futur est très fort connecté dans la réalité, principalement avec le public américain évidemment, et l'ensemble a vraiment un rendu très humain, très vivant. Et l'alchimie entre Michael J. Fox et Christopher Lloyd est aussi le cœur vivant du film, tellement c'est criant de crédibilité dans leur jeu en fait.
On peut aussi noter la bande originale d'Alan Silvestri qui porte l'œuvre avec une véritable hymne à l'aventure et forcément ce morceau ultra culte The Power of Love. C'est une saga qui est tellement culte et intemporelle que quand vous voyez quelque part une DeLorean, Michael J. Fox ou Christopher Lloyd dans un autre film, vous ne pouvez pas ne pas penser à Retour vers le futur tellement ce film est marquant, autant au moment où ils sont sortis que dans les générations actuelles. C'est un film qui continue toujours à marquer les gens et à les faire rêver quelque part. À l'heure actuelle, la saga Retour vers le futur, elle demeure intacte. Robert Zemeckis et scénariste Bob Gale s'opposent vraiment très fermement à tout remake ou suite. Ils ont dit que pour eux, ce serait vraiment un scandale de faire un remake ou une suite parce que c'est une série de films très réussie. Et Zemeckis dira même jusqu'à dire dans une interview que ça n'arrivera pas tant que lui et Bob Gale seront toujours en vie et qu'après leur mort, les gens essaieront sans doute de faire un reboot ou une suite, mais qui trouveront quand même un moyen de les en empêcher. Je trouve ça juste géant. Malgré tout, si vous avez envie de voir un peu plus, ou en tous les cas d'étendre l'univers, il y a une série de comics qui a été scénarisée en grande partie par Bob Gale lui-même, donc forcément qui aura un attachement plutôt logique avec les 3 films, et il y a aussi un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années, Point and Click, qui se passe après les 3 films. Voilà, c'est ici que se conclut cet épisode. Et j'aimerais savoir si vous connaissiez déjà Retour vers le futur. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ça devait être le cas. Sinon, est-ce que vous avez eu envie de le découvrir? C'est jamais que 3 films, c'est très vite regardé. Et surtout, j'aimerais savoir lequel des épisodes vous a le plus marqué et pourquoi. Personnellement, c'est le 2e épisode. Et quand j'y pense, je pense à 2 choses. Jaws, en 3D. Et le skateboard. Le overboard. Et on pourra faire tout ce qu'on veut à l'heure actuelle, c'est saloperie sur 2 roues, c'est pas un overboard, ok? On est clair, si ça vole pas, c'est pas un overboard. Et je suis sûr que vous ne serez pas contre moi quand je dis ça. Du coup, voilà, j'attends vos retours comme d'habitude. Je sais que très bientôt, il y a une ressortie en 4K de la trilogie pour fêter leur anniversaire. Voilà, du coup, ce sera encore une œuvre qui restera très très longtemps intemporelle. Et je compte sur vous pour faire comme d'habitude un petit abonnement. Et puis forcément un petit partage, une petite cloche bleue et un tour sur le Utip, ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour le truc de ouf et je vous dis à très très bientôt.